Bonjour, bienvenue pour cette table ronde mapping dans le spectacle vivant. Je me présente, je suis Pierre-Yves Toulot, je suis directeur général de la société Cosmo AV, société Whatsit, société Intensity. Alors, on n'avait que deux cette fois-ci. La grippe et les grèves euh, nous auront enlevé deux participants, mais ça va très bien se passer. Juste une petite histoire, ça permet de mettre en condition pour les questions futures. Moi, je viens du spectacle vivant, vraiment. J'ai fait la rue Blanche il y a fort longtemps, de l'éclairage. J'ai monté une société en 2003 qui s'appelle Cosmo AV pour le vidéo mapping. Et maintenant, ça a 16 ans et demi et on fait toujours du vidéo mapping. Voilà. Je vais vous présenter David Mathias, à côté de moi, qui va se présenter lui-même. Vas-y. Bonjour, donc je m'appelle David Mathias, je travaille depuis une dizaine d'années maintenant pour Cosmo, à la fois à la direction de projet, direction artistique, conseil artistique sur le mapping notamment. Mon parcours, moi je viens du spectacle vivant aussi, je viens au départ plus du métier de la scène et de la mise en scène. Dès mes premières mises en scène dans le milieu des années 90, j'utilisais de l'image sur scène, mais c'était juste plutôt de la diapo, projetée, etc. Mais l'image était déjà au cœur de mes préoccupations. Puis petit à petit, je me suis dirigé vers la performance. Et là, dans la performance vidéo, j'ai commencé à utiliser via des outils comme Max MSP ou d'autres à l'époque, que je détournais un petit peu, du signal vidéo qui était fait pour être projeté sur des corps et que ce soit perturbé, etc. C'était un peu rudimentaire pour l'époque parce que voilà, mais c'était les débuts de ces trucs-là vers le début des années 2000, enfin 2000, aux alentours des années 2000. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours, en fait, j'ai complètement lâché la scène pour m'occuper que de la vidéo. Et quand j'ai rencontré Cosmo, en fait, ça a été un changement d'échelle au niveau des projets, de la dimension aussi des projets. Et là, en fait, les problématiques justement de déformation et d'échelle, justement, nous a amené à développer toute une série de nouvelles choses, de nouvelles approches sur des spectacles qui pouvaient à la fois avoir des performeurs sur scène qui soit interagissaient ou pas avec l'image, où l'image était un environnement, où il y avait parfois une dimension créative, c'est-à-dire où il fallait vraiment créer des choses depuis rien, ou alors plus répondre à une demande. Voilà, en gros. Alors, avant de rentrer dans les différentes questions sur lesquelles on va échanger et après sur lesquelles on pourra se poser des questions tous ensemble, souhaitez présenter Ouais. quelques travaux. Alors il y a quelques images, il y en a qui manquent un petit peu, mais je pense que ça devrait. Non, 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 c'est pas ça. Non, je sais pas, touch. Le touch. Qui présente quelques-uns des travaux. Il en manque évidemment, mais qui me semblait intéressant parce que ça mettait en avant à la fois différentes approches par rapport aux performeurs qui sont sur scène du mapping et les différentes attentes aussi de la part des personnes qui voulaient faire le mapping. Donc il y a ça par exemple qui est un, je sais pas comment on met en plein écran, excuse-moi, Ouais, sur celui-là, voilà. Vas-y, tu peux commencer à Ouais, parler. donc celui-ci était un projet qui est issu d'un spectacle de danse, vraiment spectacle vivant, et qui a été repris pour être une ouverture d'une grande cérémonie à Genève pour des Jeux paralympiques, où là ça mélangeait de la danse, du ride, et aussi ce qu'on appelle des traceurs, c'est-à-dire un peu comme des yamakasi, et en même temps de la vidéo projetée et vraiment en lien avec la musique, avec aussi tous les enjeux de scénographie, mais aussi les enjeux, notamment pour les riders, de problématiques de comment créer des effets en gardant des contraintes de sécurité pour eux en termes de visibilité. C'est-à-dire que pour des riders qui font des acrobaties, être sur un sol qui tout à coup va se mettre à bouger, va se mettre à changer de forme, ça va pas de soi en fait. Ça se travaille avec eux, mais il y a vraiment un certain nombre d'invariants et de contraintes à respecter pour pouvoir après trouver une liberté là-dedans. Un autre cas de figure comme les chorégies d'Orange, là on est face à des performeurs, en tout cas des artistes qui sont fixes, puisque c'est un orchestre, et où là on va avoir une image qui peut même parfois être un peu écrasante, parce que c'est 60 mètres par 40, et on est en même temps sur un bâtiment antique qui donc lui a une identité très forte, et à partir de laquelle il faut travailler pour pouvoir
à la fois mettre en valeur le bâtiment, le moment, et pas écraser la musique non plus. Et ça, c'était fait aussi pour le broadcast. C'est-à-dire que les deux exemples qu'on vient de voir étaient aussi des choses qui étaient pensées pour le broadcast, et parfois pensées pour le public. C'est aussi pensé pour le public qui va regarder derrière un écran. Ça, c'est le projet. Donc, le premier projet que vous avez vu avec les riders, ça, c'était à l'état de danse. Donc, c'était sur un skatepark qui était à Genève aussi en extérieur, sur lequel a été construite une énorme structure en bois pour en faire un théâtre. Ce skatepark était un skatepark en béton. Et là, vraiment, l'idée, c'était comment trouver. C'était aussi essentiellement une projection sur le sol, ce qui pose aussi beaucoup d'autres problématiques. On pourra revenir dessus en termes de mapping, sur les questions de point de vue. Le sol est beaucoup plus complexe en termes de perspective, en termes de choses qui peuvent marcher que des murs. Enfin, même si c'est des grandes surfaces, la verticale permet beaucoup plus l'illusion que le sol qui pose énormément de problèmes pour l'audience. Surtout que là, le public était très nombreux, donc il y avait des gens qui avaient les pieds sur le skatepark et d'autres qui étaient à 20 mètres et 15 mètres au-dessus du sol. Donc je veux dire, les points de vue étaient carrément délirants et toujours les mêmes. En plus, il y avait des acrobates aériens, donc toujours les mêmes enjeux pour les performeurs. Là, il y en avait 40 sur scène. Autre type de choses sur lesquelles j'ai pu travailler, c'est pour Cercle, 2 années de suite, de travailler sur des sortes de VJing, de DJ set, donc pour Joris Vorn et puis après pour Boris Brejcha. Là, c'est dans la terrasse du Grand Palais. Sur la terrasse du Grand Palais, vraiment, je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'était de travailler à la fois effectivement sur du contenu un peu génératif, pas que, mais surtout, même si on était dans ce couloir, de travailler vraiment sur quelque chose de mapping en utilisant ce dôme qui est derrière lui et les moulures, et de travailler vraiment sur le bout d'architecture qu'il y avait derrière lui. Plutôt que simplement tartiner des images comme ça sans trop s'en occuper. Pour Boris Brejcha, ça c'était dans la nef du Grand Palais. Donc là, c'était une boule de 18 mètres de large, enfin de diamètre. Et c'était, alors le premier était autour des thèmes les artistes et les robots. Là, c'était autour du thème de la Lune. Donc là, on est sur une projection sphérique avec des milliers de personnes qui sont autour, donc, et aussi un autre point de vue du public qui regardait ça de manière un peu en hauteur. Et en même temps, Cercle fait aussi des Facebook Live, donc il y a un travail un petit peu particulier dans le... Là, les choses étaient mixées en temps réel par moi-même, mais il y a aussi un travail à faire par rapport au travail du live et comment les gens qui s'occupent du live arrivent à capter ou pas ce qui se passe, le temps que ça demande, et arriver à ce que ça joue à la fois pour l'audience et à la fois pour les gens qui sont devant le live. On a aussi ça. Alors ça, c'est un cas limite, c'est pour le centenaire de l'Irlande, de la proclamation d'indépendance de l'Irlande. C'est pas un mapping en fait au sens stricto sensu, puisqu'on a travaillé sur des écrans LED sur le sol et en fond. Malgré tout, il y a de l'intégration de scénographie, notamment devant, avec des colonnes parfois, ou l'idée de prolonger de la scénographie avec des structures sur le côté, de manière, et c'était comme c'était un écran qui avait 3 mm de pas ou à peine plus, donc c'était assez bluffant. Et là, on doit arriver à presque donner un effet, une impression mapping, c'est-à-dire vraiment un effet de perspective, un jeu d'échelle. Voilà. Et ça, pareil, c'était en public et en direct pour la télé. Donc il y avait toujours un peu ces deux enjeux. On aurait pu rajouter 2 choses que j'ai pas eu le temps d'intégrer là, vraiment faute de temps. C'était pour Zingaro, Darshan, pour les 20 ans de Zingaro, où là on avait vraiment fait quelque chose à 360 degrés, et j'avais travaillé à la fois sur un faux théâtre d'ombre et un vrai théâtre d'ombre. Donc il y avait à la fois les chevaux et les acteurs de Zingaro qui étaient projetés en ombre sur cette structure, et des fausses ombres projetées tout autour. Et on aurait pu aussi rajouter les cinécénies du Puy du Fou, qui ont, je ne sais pas combien, 2000 personnes sur scène devant, un peu partout. Et on mappe à la fois sur le château, sur différentes structures, pour un public. Là, pour le coup, ce n'est pas pour le broadcast. Et on mappe sur différentes formes qui subissent des déformations pour l'image. C'est bon. Donc là, tu as cité le Puy du Fou, c'est cool parce qu'ils sont à côté. J'ai promis de les citer au moins une fois. Donc, on va attaquer les sujets un peu de fond, j'espère. Donc, pour tout le monde, le vidéomapping, c'est comme un nouveau mot qui est apparu dans les années 2006-2007. La vidéo, comme tu le disais, est introduite dans le spectacle vivant depuis bien avant. Qu'est-ce que, pour toi, comment le vidéomapping aujourd'hui est une approche nouvelle pour le spectacle vivant? Parce qu'on se renouvelle sans arrêt, enfin on essaye. Qu'est-ce que ça dit pour toi, ça, le vidéomapping aujourd'hui?
Avec l'évolution de la technologie et le fait qu'on puisse aller, qu'on puisse alléger les choses et aller beaucoup plus loin dans les visuels, en fait, dans la création de visuels, dans le rendu de visuels, même avec le temps réel, ce qui est intéressant avec le vidéo mapping, c'est que ça épouse la scénographie. C'est-à-dire que finalement, pour moi, le mapping, quand il est pur et dur, il est vraiment plus proche de presque du travail de costume ou du travail de maquillage sur la façade. C'est vraiment du sur-mesure. On travaille vraiment sur la structure. Pas que façade. Et donc du coup sur la scénographie, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que c'est à la fois ça peut à la fois être la scénographie vidéo et à la fois venir donner vie à la scénographie vidéo en changeant la perception qu'on peut en avoir, en donnant la sensation de la déformer, en la rendant vivante, graphique, en venant la déstructurer, en jouant de jeux d'illusion, de jeux d'échelle, etc. Il y a aussi dans cette approche du mapping, ce qui est intéressant, c'est le fait aussi qu'on puisse maintenant mixer des choses qui soient précalculées et des choses en temps réel, qui permettent, quand c'est vraiment pertinent, d'alléger le travail, et notamment, on y viendra peut-être après, mais le travail notamment avec les créateurs et avec les metteurs en scène ou les chorégraphes, par rapport à l'appropriation du média vidéo, puisqu'avant on était beaucoup sur de la vidéo qui était faite de concert, mais un peu de son côté projeté sur un écran ou dans une espèce de grand écran ou grande télé qui elle-même devait être un élément de scénographie. Et maintenant, l'image, elle est beaucoup plus immersive. Elle peut l'être pour le public, elle l'est aussi beaucoup pour les performeurs. Et ça permet des mises en situation et ça permet une mise en valeur d'une scénographie, parfois sans machinerie. C'est-à-dire qu'avant, pour changer de scéno, on utilisait vraiment de la machinerie pour changer des choses. Là, on peut jouer avec des clairs-obscurs, avec ce que j'appelle du zonage, c'est-à-dire vraiment de zoner la scénographie, de ne travailler que certains endroits plus que d'autres, de rendre la scène elle-même vivante, quoi. Et question connexe. Comment arrive la forme du vidéomapping, enfin la demande vers du vidéomapping dans les metteurs en scène, les créateurs que tu croises pour du spectacle vivant? Ou quelle est la proposition que tu leur fais? Parce que c'est souvent aussi dans l'autre sens. Alors, quand c'est une demande, souvent il y a beaucoup d'espoir placé dedans. C'est-à-dire qu'il y a une attente très très grande au départ. Ça suit une courbe quasiment assez constante, qui est assez intéressante et qui nous pose nous en termes de création et même de fabrication technique des problématiques qui sont assez rigolotes. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un espoir très grand qui se place dedans. Ça va être, je parle parce que la plupart du temps c'est pour des artistes qui ne l'ont pas vraiment utilisé. Donc ils se disent mon show va être génial, il va y avoir des images fabuleuses, ça va être dément, enfin un peu ça va être la clé de voûte de tout, et puis ça va résoudre tous les problèmes de ce qu'ils pourront pas faire. Puis à un moment donné on rentre dans le dur, c'est-à-dire on rentre vraiment dans la fabrication, dans l'outil, dans le langage de l'outil. Et là, il y a une dimension technique aussi, où il y a une perte de maîtrise de la part du metteur en scène ou du chorégraphe, qui va forcément maîtriser ce qui se passe au niveau de la performance, au niveau de l'écriture, va avoir aussi un petit peu de connaissances quand même avec le métier de lumière. Mais tout à coup, là, il y a, aussi bien au niveau du flux de travail, des étapes, etc., une perte et à un moment donné une angoisse où ils vont rentrer un peu en compétition avec leur propre, alors que c'est pour leur spectacle, hein, c'est pour leur show. C'est à la fin, si les images sont bien, c'est que leur show est bien. Hein, c'est pas, et puis c'est le jeu, c'est pas un problème. Mais ils vont rentrer un peu en conflit parce qu'il y a une enfin, c'est comme s'ils étaient désappropriés d'un bout de l'écriture de leur spectacle. Donc un des gros enjeux qu'il y a là-dedans, et moi ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte de faire des sessions de travail avec eux où ils se l'approprient vraiment. C'est-à-dire d'essayer de trouver toujours un moment dans la création et qui ponctue la création où ils puissent écrire, non pas parce que eux ils arrivent en se disant je vais écrire ma chorégraphie, je vais écrire mon spectacle, on va mettre des super images dessus et ça va être fantastique. Puis évidemment ça se passe jamais comme ça. D'ailleurs, on va rentrer dans le processus complètement, mais à quel moment tu leur dis des fois non? Parce que, personnellement, je peux témoigner aussi, mais il y a des moments où il faut
pas faire de vidéomapping. Enfin, Ouais, exactement. Ça n'a pas ce côté magique que tu annonçais tout à l'heure. C'est ça. C'est-à-dire, déjà, c'est quand ça commence à écraser. C'est-à-dire que quand on commence à faire plein de choses qui attirent l'œil et l'attention, surtout sur des échelles énormes, à un moment donné, on se détourne des performeurs. Et en plus, s'il y en a un ou s'il y en a 40, c'est pas la même chose. On peut envoyer beaucoup plus de bois sur des images quand ils sont 40 et qui dansent dans tous les sens qu'un acteur immobile. Enfin, je veux dire, forcément, le rapport de force en termes vraiment d'image va être différent. Donc j'essaie vraiment de travailler avec eux sur cette espèce d'équilibre et de polariser vraiment quand il faut les choses. Parfois le vidéomapping, c'est pas forcément animé. Tu n'as pas besoin d'être animé. Parfois, ça peut être une lumière un peu organique. Parfois, ça peut être une mise en lumière aussi de quelque chose qui va la rendre belle. Ou parfois, ça va être une mise en lumière qui bouge un petit peu, comme si c'était des reflets de caustique ou des choses comme ça, pour immerger et être dans une ambiance. Et le moment où je leur dis non, c'est soit que pour des contraintes techniques, par exemple, si on choisit de faire des projections avec une vue perspective ou une vue UV-map, il y a des images qui vont être plus possibles que d'autres. Parfois, on est obligé de travailler avec un point de vue en perspective. Il va falloir que tu expliques un petit peu ça. Voilà, alors donc un point de vue en perspective, c'est-à-dire qu'on regarde depuis un point de vue qu'on définit comme étant à peu près idéal, et puis toutes les images sont fabriquées depuis ce point de vue-là, et donc on peut... Et donc, grosso modo, on se rapproche plus ou moins de cette zone-là et on crée des jeux de perspective. Alors, je ne sais pas, on a une avancée comme ça en pointe, puis on peut créer une perspective inversée. On peut creuser un peu le fond de scène, creuser les éléments scénographiques. Mais par contre, ça crée des zones d'ombre factices pour plein de raisons. Et ces zones d'ombre-là, on peut les accepter, mais parfois, elles ne sont pas acceptables. Par exemple, sur un show comme celui-là, les zones d'ombre, c'est un peu compliqué avec des mecs qui font des sauts périlleux de 10 mètres de haut à vélo, ils arrivent à 10. Effectivement, les plonger c'est compliqué. Donc on est obligé de travailler en ce qu'on appelle en UV-map, c'est-à-dire c'est comme un cube déplié. Hein. Quand vous dépliez un cube, ça fait une étoile, ça fait une croix. On fait pareil avec n'importe quel module. Donc ça fait une forme beaucoup plus complexe. L'avantage de ça, c'est qu'on mappe partout, c'est-à-dire qu'il y a de la vidéo et de l'image absolument partout, donc il n'y a pas de zone d'ombre. C'est comme une peau qui vient recouvrir la surface. En revanche, certains jeux de perspective, certaines choses ne marchent pas parce que comme c'est collé à la peau, il y a des jeux d'illusion qu'on ne peut pas faire. Il y en a d'autres qu'on peut faire. Voilà. Donc il y a un arbitrage à faire dans ce genre d'image. Donc dans le type de technique qu'on doit utiliser par rapport aux contraintes, ça va définir des oui et des non. D'ailleurs, tu parles d'illusion, gênement pas mal. C'est qu'il y a aussi le côté, dans le spectacle vivant, ils demandent de la magie en fait. Ils demandent au vidéomapping de venir faire de la magie dans leur spectacle. C'est pas un spectacle de magie, on est d'accord. Non. Donc, oui. Non, c'est des illusions d'optique souvent. L'idée, c'est de perdre un petit peu aussi le spectateur dans l'espace. C'est-à-dire que, moi, ce que je trouve, ce qui m'intéresse bien, c'est dans les scénographies, c'est d'arriver à les rendre un peu organiques, c'est-à-dire qu'elles aient jamais complètement la même forme d'une séquence à l'autre. Donc, c'est soit en les rendant un petit peu souple ou mobile, soit en isolant des choses de manière très contrastée et en plongeant dans le noir, en créant de la proximité. Finalement, c'est assez. Ça rejoint vraiment ce que pourrait faire le travail de la lumière. Hein. C'est juste que nous, elle est animée et puis on peut travailler avec des choses graphiques. Là, par exemple, il y a une image avec des points. Ces points-là, en fait, là, on ne le voit pas là-dessus, mais quand les riders passent le long du truc de points, les points, comme ça, le nuage de points est déformé par le passage des riders. Donc ça donne une espèce de réaction un peu organique au passage des performeurs. Et c'est là où on crée une forme d'illusion, une forme de magie. Hein. Magie au sens général. Avant de rentrer dans le processus, pour rester sur la forme, donc on a pu voir avec les exemples que tu as cités, le vidéomapping à travers de l'opéra, de la danse, de la télé, du théâtre. C'était un peu Easter Rising. En fait, aujourd'hui, le spectacle vivant, du vidéomapping dans le spectacle vivant, il y en a partout. Enfin, il n'y en aura jamais trop, hein, j'aime ça aussi. Mais c'est aussi c'est un langage, et là on va rentrer dans le processus, qui est quand même bien particulier. Et quelle est justement pour faire comprendre ce langage, il n'y a pour l'instant pas d'école vraiment pour ça. Il y a des écoles techniques qui commencent à venir, mais l'école du contenu est encore assez particulière. C'est beaucoup ceux qui travaillent là-dedans, c'est par l'expérience. Donc,
Toi, tu en as une qui a 20 ans, je suis désolé, moi aussi. Quelle est justement, entre l'apprentissage et l'envie, etc., quelle est la synergie entre les différentes parties, c'est-à-dire entre la partie, ce qu'on appelle vidéo, parce que c'est de la vidéo, mais c'est pas que de la vidéo, mais vraiment la mise en scène, les comédiens, les danseurs, par exemple, et la technique, parce qu'on est là aussi pour justement faire le lien entre tout ça. Il y a deux. Je diviserai un peu en deux choses. Il y a deux types de contenus, deux grands types de contenus, on va dire, et des contenus qui sont plus, on va dire, plus graphiques et des contenus qui sont plus figuratifs. Et parfois, ça peut se mélanger. Dans ce show-là, par exemple, ça se mélange. Sur les choses plus figuratives, on est souvent sur des choses un peu plus statiques avec de la lumière qui tourne autour et on se retrouve dans des espaces qui sont identifiables, même s'ils sont plus ou moins oniriques. Et on fait tourner de la lumière dedans et on met plus les performeurs en situation. Dans ce cas-là, moi je demande toujours au metteur en scène, en fait, dans son envie d'image, évidemment le sens qu'il met derrière, ce qu'il veut faire. Un exemple qui mélange cette problématique-là avec quelque chose de technique aussi, c'était dans cette version-là. Il n'y a pas d'image de ça là-dedans, mais on peut voir que il y a ce qu'on appelle deux grands bols en fait, de part et d'autre. Là, vous voyez sur là où il y a le parking, il y a deux grands bols. En fait, au départ, le chorégraphe voulait faire à un moment donné où il y a des flammes. Il voulait du feu. Et les flammes sur le sol, ça marche pas. Parce que les flammes, c'est quelque chose qui s'envole. Donc, quand on fait un effet de flamme sur le sol, on a une espèce de truc tout plat. Ça va marcher peut-être à un endroit, puis on est assis à 1,50 m plus loin. On a un truc déformé en trapèze. On ne comprend pas ce que c'est. Ça n'a aucun sens. Et puis, en plus, on perd le côté gazeux, etc. Donc, il s'était beaucoup cassé la tête à cet effet-là. Et en fait, ce qui a marché, typiquement, parce que je disais, mais pourquoi tu veux des flammes, et il voulait vraiment plus une sensation de chaleur, de danger, de choses qui brûlent. C'était pas forcément des flammes, c'était l'idée du feu, mais ça allait là. Donc en fait, moi, ce que j'ai choisi d'utiliser, c'était de capitaliser sur ces bols, et notamment sur le fait qu'il y avait un hors-champ avec ces bols, c'est-à-dire que le fond des bols, on les voit pas. Et puis aussi sur le bord, ces bols ont une bordure, et d'utiliser le bord de ces bols. Et de travailler sur un effet de braise, en fait. Et donc il y a de la braise comme ça, assez intense, qui vient, qu'on voit sortir et qu'on devine un petit peu, enfin un peu plus que le deviner, mais qui sort du fond des bols. Donc on imagine vraiment que y a du feu au fond. Des effets de lumière qui font que des bols sortent un halo qui fait qu'on imagine qu'il y a du feu, et puis de travailler vraiment sur une fragmentation du sol et de travailler ensuite sur ces effets de braise, c'est-à-dire qu'on est au bout du feu. Et là, typiquement, c'est presque un cas d'école sur à la fois la contrainte de l'espace, essayer de traduire l'idée qu'a le créateur pour essayer de la mettre en forme et qu'elle soit pertinente pour le spectateur, parce que c'est pour eux qu'on travaille, et en même temps de voir ce qui est possible avec la double contrainte, 1, d'un mapping, et 2, d'un mapping sur un sol, avec en plus un public qui est placé d'une manière où il faut que ça marche de partout. Et il faut revenir sur la synergie, parce que l'idée, c'est que, moi je l'ai vu ce spectacle évidemment, mais cet exemple-là sur l'aspect synergie est hyper important, parce qu'effectivement, ça mettait en œuvre les comédiens, danseurs, etc., sur l'effet de jouer cette matière chaude, parce que ça implique, c'est-à-dire que l'image, ou en tout cas l'idée du metteur en scène sur cette image, renforce l'idée de chaleur, etc., de marcher à des endroits, pas à d'autres, etc. Donc de pouvoir voir ce qui se passe sur scène quand même. Et le métier aussi de la lumière, parce que il y a eu aussi, à partir du moment où là c'est de la projection, à partir du moment où on projette des formes plus ou moins lumineuses, ça vient comme marquer sur les gens aussi. Et ce n'était pas la volonté non plus, il fallait arriver à mixer en intensité, en direction, etc., les effets de lumière. Exactement. Le mélange avec la lumière, moi je le trouve hyper intéressant. Il faut se dire, voilà, la vidéo, à un moment donné, elle va overlapper, c'est-à-dire elle va recouvrir les performeurs d'une manière ou d'une autre. En tout cas, quand on n'est pas en écran LED, quand on est en mapping comme ça, c'est pas grave. Ça peut être soit compensé par de la lumière, soit des fois on travaille vraiment au cordeau avec de la lumière qui vient par-dessus ou qui écrase d'une certaine manière. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ne pas mettre en concurrence la lumière et la vidéo, mais vraiment travailler de concert. Donc ça veut dire parfois n'éclairer qu'une seule partie de la structure en disant voilà, là c'est la vidéo et le reste je laisse de le noir pour que vraiment la lumière puisse s'exprimer et qu'on travaille avec les deux pour que ça soit un même environnement. Ça c'est intéressant. Ou alors carrément dire là il y a dans la vidéo il va y avoir des zones d'ombre et va carrément y avoir une lumière un peu teintée qui va venir clamper, c'est-à-dire qui va venir teinter les teintes sombres
pour affirmer. À la fois, ça permet de relever, d'éclairer tout le cast, et en même temps de travailler directement de manière assumée sur l'image elle-même, quoi. Et c'est aussi une manière de permettre aux créateurs de ne pas avoir 25 interlocuteurs, mais à un moment donné de se dire je suis en train de construire une image et finalement, que ce soit la vidéo ou la lumière, on parle de la même chose. Parce que c'est souvent le piège au départ, il y a une espèce de truc de concurrence qui à mon avis, est une erreur, je pense, et qui est contre-productive. Sachant que de toute façon c'est la même matière, hein. Oui. On parle de photons dans les deux cas. Elle n'a pas forcément la même teinte, la même couleur, la même possibilité de manipulation, Ouais. possiblement. Mais en l'occurrence, l'expérience fait que de plus en plus, le travail avec les éclairagistes, les concepteurs lumière, est comme primordial. Parce que si l'un a envie de faire son job de son coin, et nous, en tout cas toi de ton côté, on sait que ça ne marche jamais. Donc on est obligé de s'entendre. Pas obligé de s'entendre avec tout le monde, mais au moins ces deux-là sont vraiment obligés de s'entendre pour travailler sur le même spectacle, tant qu'à faire. Ouais. Tu as eu d'autres exemples là, avec d'autres concepteurs lumière, par exemple. Enfin, là, c'est Jean-Marc. Sur celui-ci, vraiment, il y a eu là-dessus, non, il n'y a pas eu tellement. Celui-là, c'est pas tellement la peine. Là-dessus, sur celui-là, ouais. Sur celui-ci, c'était beaucoup un travail d'ambiance, de teinte. Alors là, bon, évidemment, c'est vraiment via le Visivig pour les Light 2 que c'est très utile. C'est-à-dire c'était un outil de prévisualisation de l'éclairage qui permet aux créateurs lumière de créer déjà son set de lumière et déjà ses faisceaux, et en intégrant aussi du contenu vidéo à l'échelle dans une 3D qui correspond à la scénographie derrière. Là, ça nous a vraiment permis d'anticiper et de travailler de concert, notamment, mais pas que, notamment la scène avec la forêt, enfin toute cette séquence-là, il y avait plusieurs tableaux comme ça, et de pouvoir animer à la fois les raies de lumière sur scène et dans la forêt, de manière totalement continue en termes de nature de faisceau. C'est-à-dire que moi, ça peut m'arriver aussi dans les contenus de demander aux créateurs lumière de me donner des références pour pouvoir m'inspirer de ça, pour qu'il y ait une espèce d'effet de continuité et de profondeur qui se fasse, et qu'il y ait une espèce de raccord entre les deux. Et dans ces cas-là, c'est toujours extrêmement payant. Voilà. C'est vraiment, surtout un peu avec le LED, ça permet vraiment d'aller assez loin, parce que on donne de la profondeur à la scène, en fait. On la prolonge ou on la rétrécit. Enfin, là, on joue vraiment sur un effet de profondeur, et puis sur quelque chose qui est beaucoup plus environnemental. C'est-à-dire que le spectateur est bluffé par le fait de voir les acteurs. Il y a quelque chose qui se passe en physique devant eux. Ils se disent, au fond, c'est pareil, quoi. Et de plus savoir où est le vrai, où est le faux, c'est très intéressant. Ouais. Alors là, c'est le processus un peu créatif. On a fait des exemples là-dessus. J'aurais voulu qu'on parle des enjeux du vidéomapping dans le spectacle vivant. Enfin, des enjeux, c'est un grand mot, mais c'est bien ça dont on parle. Les enjeux de métier et technique. En parlons métier d'abord. Qui est-ce qu'on rencontre maintenant comme métier? Quel métier il faut pour le vidéomapping dans le spectacle vivant, spécifiquement? Je pense que le gros des troupes dans ce qu'on a rencontré vient souvent du graphisme. Souvent à cause de la maîtrise des outils de fabrication. Donc c'est pas une petite chose. Néanmoins, c'est aussi intéressant quand on a des gens qui viennent de la performance et oui, non, mais je pensais notamment, je voyais Alexia qui est là, mais il y en a d'autres qui viennent aussi de la performance ou du spectacle vivant. C'est-à-dire, il y a quand même un problème. Une fois qu'on fabrique les images, il faut comprendre qu'on les fabrique déjà pour un public qui, à mon avis, moi, depuis toujours la matière première du spectacle. Hein, le théâtre, c'est étymologiquement le lieu d'où l'on voit. Donc c'est vraiment le spectateur, c'est la matière première de ce qu'on fait, qu'il soit d'ailleurs en live ou derrière son écran, mais c'est vraiment la matière première. Et donc à ce titre, il y a vraiment au niveau du travail de l'échelle, de la maîtrise des échelles, c'est-à-dire du rapport d'échelle entre les performeurs et les images, ou le rapport d'échelle entre le public et ce qu'il voit.
c'est assez essentiel. C'est assez essentiel en termes, tout bêtement, déjà, une chose toute bête, c'est la vitesse. Vous avez quand on intègre des graphistes qui viennent travailler avec nous et qui sont très bons et très compétents, c'est régulièrement une des premières réflexions, c'est sur la vitesse. Parce que sur leur écran, même s'ils ont des grands écrans 4K, le truc qui bouge comme ça, mais sur un écran de 60 mètres, ça fait 200 km/h. Donc c'est pas captable. Ça, c'est des choses de pouvoir anticiper et comprendre que l'image qu'on fabrique, elle va être faite pour un environnement déformé, de différents points de vue, à une échelle qui parfois est gigantesque, c'est un vrai enjeu, ça, pour l'avenir. Du coup, la maîtrise des outils, elle est une condition nécessaire, mais qui n'est absolument pas suffisante. L'opérationnel, pour ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut vraiment... c'est capital que quelqu'un qui mène un projet soit sur site, voit comment ça se passe, ait aussi conscience des autres métiers du spectacle et conscience de l'ensemble qui est autour de lui, conscience aussi en termes de flux de travail, du moment et du temps qu'il va y avoir sur place pour pouvoir faire certaines choses, en refaire certaines, c'est normal ou pas du tout. Il y a certaines choses qu'on peut refaire, d'autres qu'on ne puisse pas refaire. Et c'est plus du tout quelque chose qui se passe comme une unité derrière sa machine. C'est vraiment on travaille vraiment sur, comme dans le spectacle, c'est-à-dire avec différents corps de métier qui ont chacun leur rythme. Que ce soit dans la partie créative ou dans la partie de la mise en place technique, c'est toujours vrai. Et ça, c'est un vrai enjeu parce qu'arrivent de plus en plus de gens qui sont de plus en plus compétents sur les softs, qui vont de plus en plus loin, mais qui ont toujours une grande méconnaissance de la réalité de ce qu'est le spectacle vivant, de ce qu'est le live, le show, que ce soit dimension plus artistique ou plus événementielle, mais ça revient au même. Un autre enjeu aussi, je pense, c'est la relation entre les contenus précalculés et le contenu génératif. On va de plus en plus vers des choses génératives. La technologie le permet, en fait, c'est aussi beaucoup ça. Ça permet une grande souplesse, une grande flexibilité, ça permet une réactivité, notamment avec le travail du son, le travail des performeurs. Ça ne permet pas tout non plus. Il faut que ce soit vraiment justifié. Parfois, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était parfois un peu une débauche de technologie, et souvent avec les danseurs, c'était pas la peine parce que ils reproduisent tellement parfaitement les choses qu'on pouvait le faire en précalculé. Maintenant, je pense qu'on va de plus en plus dans le mix des deux. Et il y a aussi la mixed reality, la réalité mixée, qui va être aussi un gros enjeu. Enfin, ça arrivait déjà depuis un moment, mais on commence à avoir les outils pour pouvoir faire ça, c'est-à-dire mélanger de la réalité augmentée avec de l'image physique qui se passe sur scène. Donc la réalité augmentée, c'est-à-dire que certaines caméras, ou ça peut être des devices, c'est-à-dire des téléphones, des choses comme ça, mais beaucoup des caméras vont pouvoir se déplacer, faire un broadcast en bougeant et diffuser des contenus physiques que l'audience ne verra pas en vrai. C'est-à-dire des contenus qui sont en 3D intégrés dans la scéno avec des données de placement qui font que les performeurs passeront devant, derrière, enfin une espèce de truc assez bluffant, quoi. C'est comme un fond vert mais partout et tout autour, quoi. C'est le fond vert qui devient un volume vert. Et ça aussi, c'est un nouvel enjeu qui, à mon avis, comme le reste, ne doit pas être abordé que de manière graphique, mais aussi comme un élément de scénographie et de spectacle vivant. Et un élément donc là on a parlé plutôt de la fabrication et d'imaginer ce contenu, que moi je relie très très fort à des équipes de scénographes, par exemple, parce qu'il y a un moment, il y a des constructeurs derrière qui fabriquent aussi les décors. Il ne fait pas ça tout seul, et donc c'est un peu le parallèle que je fais dans le type de métier, pour en plus une vision un peu similaire. En tout cas, c'est pareil, quelque chose qui se travaille ensemble. Au niveau métier, il y a aussi ces métiers spécifiques de la projection ou de l'écran, en tout cas spécifiques à la vidéo sur scène. Et un de ces métiers, c'est aussi les régisseurs vidéo, en tout cas programmeurs, encodeurs, on leur donne plein de noms en ce moment. Petit retour d'expérience peut-être, puis surtout aussi sur les machines. Enfin, on peut faire le parallèle entre la technique qui existe aujourd'hui et les gens qui l'utilisent. Alors pour quelqu'un qui est plus sur le créatif comme moi, le régisseur vidéo est ton ami, doit être ton ami, est le type qui... moi, c'est déjà arrivé qu'un mec me sauve la vie. Juste, je m'étais planté, j'avais fait une grosse connerie, et le mec m'a sauvé la vie en 5 minutes.
C'est vraiment des gens, c'est très intéressant quand ils maîtrisent bien, parce qu'on a des grands outils aujourd'hui comme Détroit, etc., plein d'autres choses. Le plus important, c'est d'avoir le mec qui va bien derrière. Parce que moi, je me suis retrouvé même sur des shows avec des serveurs, des médias serveurs qui vraiment, c'était un roman, enfin des trucs très exotiques. On ne comprend pas pourquoi les mecs ont développé ça comme ça, mais un super mec derrière. Et il y a moyen vraiment de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses d'abord dans la mise en place. Ensuite, c'est un peu l'assurance vie que durant l'exploitation, tout va être diffusé de manière correcte et que les choses vont se passer de manière correcte. Mais c'est aussi parfois, il y a des problématiques qui font qu'il faut soit modifier des choses, soit faire de la bricole, parce que au dernier moment, il y a des changements. Et là, quand on a quelqu'un qui va bien, on accélère les choses parce que lui, et parfois, souvent, la solution viennent de ces gens-là. Quand ils sont compétents, ce qui est souvent le cas, mais quand ils maîtrisent vraiment leur histoire, ça change la vie, en fait. Et nous, c'est vrai que dans le conseil qu'on donne souvent, quand on nous demande quel média serveur, on répond souvent quel mec qui va avec, quoi, parce que c'est avant toute chose, c'est vraiment c'est là où le technicien, c'est vraiment un métier. Enfin, je veux dire, ça s'improvise pas, quoi. C'est une manière de penser. C'est vraiment des types qui, sur les corrigies d'Orange, je ne peux pas raconter les coulisses de ce qui s'est passé là-dessus, mais j'avais beau être d'accord avec ce qu'il fallait faire, si j'avais pas eu le mec qui fallait derrière, on l'aurait jamais fait, quoi. Donc c'est un vrai enjeu, c'est un prolongement. Et c'est aussi le type qui va comprendre la fabrication. C'est pratiquement le seul mec. Le metteur en scène, lui, va comprendre l'écriture, etc. Mais en fait, c'est le seul relais technique qui va comprendre comment on a fabriqué les choses et pourquoi on les a faites comme ça et pourquoi on les a empilées de cette manière. Donc ça veut dire que quand on n'est pas là, si le relationnel s'est bien passé avec lui, ça va être le type qui va pouvoir faire des petites modifs ou des choses comme ça, oui, en restant garant de la qualité créative, quoi. Ouais, d'ailleurs, dans les choses qui se complexifient de nos jours, il y a beaucoup de tracking et de plus en plus. Parce que les outils se développent, parce que les demandes se développent, parce que les envies se développent aussi du côté de la mise en scène. Et voilà. Aujourd'hui, on en est où là-dessus? Toi, tu as croisé beaucoup, pas beaucoup? Moi, j'ai eu juste l'expérience un peu compliquée du Black Tracks, mais en fait, je pense que la régie n'était pas designée comme il fallait, donc je pense que le créateur Lumière a beaucoup souffert de cette histoire de... Toujours pareil, ça dépend qui sait Voilà. l'utiliser ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. Là, il s'était retrouvé avec quelqu'un qui n'avait pas fait les choses comme il fallait, donc c'était compliqué pour lui. Non, par exemple, alors c'est pas vraiment du tracking, mais c'était avec l'expérience des drones, par exemple, avec la vidéo et le vidéo mapping. Dès qu'on est dans des trucs infrarouges, c'est compliqué, hein, les trucs volent partout. Donc il y a au niveau des signaux, en fait, un vrai travail en amont à réfléchir, parce qu'il y a un certain type de contenu et une certaine manière de projeter des contenus qu'il faut surtout pas faire si tout à coup on décide d'être dans du tracking ou d'être ou avec du drone. Et ça, c'est le genre d'idée que justement le metteur en scène peut avoir au dernier moment. Et ça peut être un désastre. Ça, c'est le dernier moment où vraiment rien n'a été designé pour. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille de concert en amont. Encore une synergie qui est... En parlant de design, totale. d'ailleurs, il y a le design vidéo lui-même. Enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, comme un concepteur lumière, il n'installe pas les sources n'importe où. Le designer vidéo n'installe pas ses sources n'importe où non plus. Ça, c'est quelque chose qui évolue. Alors là, je vais témoigner directement, parce que je suis encore plus impliqué dans l'histoire, mais beaucoup sur des questions qu'on ne se posait pas il y a 10 ans sur quelle était la direction de lumière de la vidéo. Il y avait un écran, donc on projetait dessus, tout allait bien. Mais aujourd'hui, il faut donner de la direction, il faut chercher les ombres vidéo, il faut chercher tout ça. On peut le faire parce que le matériel évolue, c'est de plus en plus puissant, de moins en moins cher. On a une offre bien plus importante, on a des choix possibles. Et là, on peut rejoindre des exemples que tu as donnés, même sur Zup ou sur les différentes versions des salles où c'est passé. Le design s'est fait différemment parce qu'il y avait un public différent, en fait, tout simplement. Tout en travaillant sur une scénographie qui était quand même assez semblable. Et là-dessus, il y a aussi ce métier de la projection et de savoir gérer les vidéoprojecteurs qui restent des bestioles pas si simples et en accord avec des serveurs qui sont de plus en plus complexes. Là-dessus, tu as cité Détroit, enfin 10 guys aujourd'hui, mais on peut tous les citer, que ce soit Millumine, Niview, Modulo et encore d'autres. C'est aujourd'hui toute cette offre qui effectivement va du
toutes des offres de prix, des offres de capacité et des offres aussi vers les demandes nouvelles qu'on va aborder aussi sur des choses peut-être génératives ou des choses traquées ou des choses qui ne sont pas précalculées ni préinventées avant d'arriver sur site. Des exemples aussi comme Smod qu'on a vu récemment, Notch, voilà. Là-dessus, peut-être revenir sur justement ce qui est en train d'arriver et ce qui nous arrive en tout cas depuis quelques mois beaucoup sur la partie plus générative dans le contenu et dans le lien que ça a avec le spectacle vivant justement. Ouais. Un des enjeux notamment, et ça c'est un enjeu aussi avec les comment dire, les commanditaires, on va dire, que ce soit des boîtes de prod pour de l'event ou du gros show, ou que ce soit des créateurs quand c'est du spectacle vivant, c'est que de plus en plus il y a un désir de temps réel, et donc de plus en plus on va se diriger quand même vers des médias serveurs nodo, avec des gens qui ont complètement intégré, même s'ils connaissent pas, ils maîtrisent pas ces outils, le layering, qui est le fait d'utiliser des calques, etc. Et ça, c'est un vrai souci en fait, qu'il faut relever, en tout cas un vrai challenge, parce que c'est un changement de culture. Et quand on arrive dans on va dire, le dernier rush des dernières semaines ou de la dernière semaine où on dit il faudrait un petit machin là, etc., il y a toujours la question qui vient de la part de quelqu'un qui travaille dans ces métiers depuis des années mais qui pipe rien à ces outils-là parce que c'est pas son métier. Il dit tu peux pas mettre un petit calque ou un petit PNG en transparent. Et il y a un moment donné où on se retrouve dans un système nodal, on dit c'est pas que c'est pas possible, mais non, ça se fait pas comme ça, quoi. Mais là on met pas un calque, enfin voilà. Et donc l'état d'esprit il y a une vraie presque j'allais dire information, j'allais presque dire éducation des créateurs et des gens et des commanditaires, quoi, sur la manière dont on va travailler, sur le design technique sur lequel on travaille et sur les outils et la flexibilité que ça offre. Parce qu'en fait, de l'autre côté, on y gagne énormément, mais eux, ils voient pas ce qu'ils gagnent parce que c'est gagné et puis ça marche. Eux, ils voient des fois les trucs qu'on n'a plus comme avant, ou moi j'avais l'habitude de. Donc en fait, ils sont toujours partant pour avoir de la nouveauté et des nouveaux trucs, mais après ça frotte un peu quand c'est pas exactement comme ils voulaient. On parle d'outils donc en réel, je vais en citer deux, Unity, Unreal ou des générateurs comme ça, on parle donc de jeux vidéo, de contenu génératif pour des jeux vidéo à la base, et tout le monde voudrait que ça soit aussi simple qu'un jeu vidéo, sauf qu'un jeu vidéo avant d'être construit, c'est pas simple. Non. Et là on est dans ce mode-là. Mais qu'est-ce que ça apporte aussi de nouveau pour ça? Alors, ça apporte plein de choses. Par exemple, si on prend l'exemple d'Unreal, que j'ai plus utilisé que Unity, ça apporte des choses au niveau du preview, en fait, tout bêtement. Au niveau de la lumière aussi. Au niveau de la lumière, oui, bien sûr. De tout ce qui est... c'est-à-dire que comme c'est un moteur de rendu à la base, on a très vite une idée de ce que peuvent donner les images, et on a aussi... C'est-à-dire que ça joue sur deux tableaux, c'est-à-dire à la fois dans le contenu, mais à la fois aussi dans la prévisualisation de la scénographie. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur les deux, dans le contenu et dans le contenant. Donc on peut très vite montrer à quoi ça va ressembler, à la fois dans les images elles-mêmes et les images dans l'environnement en lui-même. Et comme c'est beaucoup en temps réel, on peut changer et bidouiller les choses avec eux. C'est-à-dire, c'est pas... Voire connecter. C'est-à-dire qu'il y a aussi tous ces essais qu'on commence à faire de connecter la lumière virtuelle dans la lumière avec les outils réels, etc. Oui, exactement. C'est-à-dire c'est ça, comme tu dis, on peut tout connecter. Ouais, merci. Non, mais parce qu'en fait, c'est tellement vaste que c'est presque un peu abyssal à résumer. Et ça, ce que je disais au début dans l'appropriation de l'outil, c'est un accélérateur au niveau de la réappropriation de l'outil par rapport aux interlocuteurs, et ça les rassure beaucoup, et ça permet aussi à un moment donné de très vite se focaliser sur les bonnes questions. Donc c'est un bel enjeu aussi. Alors, cette table ronde était très axée côté artistique, création versus la restitution sur scène, etc. Il nous reste un quart d'heure. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse, parce qu'on est que deux, alors je voudrais des points de vue très différents. Si vous avez des questions, des remarques, des demandes particulières, moi je suis curieux de savoir ce que vous pensez de ce qui s'est dit, mais même des questions supplémentaires ou des expériences supplémentaires que vous auriez. Quelqu'un ? Oui ? Bonjour. Moi, la question que je me pose principalement, ça concerne la ZUP là. Donc, vous avez parlé d'Unreal, donc il y a dû avoir de la modélisation, je suppose. Il y a la création, il y a le rendu. Vous êtes combien en fait pour faire tout ça? Alors ça dépend. Dans le cas de ZUP, la vérité, c'était en mode commando, on était 3 pendant 21 jours.
Voilà, en fait, on est un peu arrivé en mode pompier. Il y a quelqu'un qui travaillait dessus depuis 11 mois qui s'en sortait pas parce qu'il faisait pas de mapping. C'était quelqu'un qui faisait de la vidéo, qui faisait des choses tout à fait bien d'un point de vue artistique, mais ne connaissait pas la technique du mapping, donc ne s'en sortait pas. En fait, l'histoire du feu a été le déclencheur. On est venu pour aider dans un premier temps et en fait très vite je me suis rendu compte qu'il ne maîtrisait pas les outils vraiment du mapping et il a fallu qu'on reprenne les choses en main. Donc là on était 3. La modélisation, oui, ça on l'a fait. On a fait un photoscan super vite fait. Et puis on y est allé en mode banzai. C'est là, en fait, comme on était sur place pendant les 21 jours, il y avait quand même un super régisseur vidéo qui était là. Donc c'est là où il a été vraiment clé pour pouvoir avancer de son côté ce qu'il pouvait, malgré un média serveur très 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 exotique. En fait, la manière dont on a procédé, c'est que en fait, j'assistais aux répétitions, je commençais à créer des contenus en fonction de mon dialogue avec le chorégraphe. Ensuite, je faisais des mises en place qui étaient données à 2 graphistes qui les mettaient en place mieux. Et le soir, après les répétitions, donc vers 1h du matin, on avait 1h30 pour qu'ils voient des choses. Ce qui a vraiment accéléré le process là-dedans, c'est qu'il s'est approprié les choses. C'est-à-dire qu'il a vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'il s'est promené dans les images, il a pris le temps de s'asseoir, de les regarder, de garder un danseur qui se promène dedans. Donc il a pu écrire en temps réel avec nous. Donc après, on était sur un truc où il me faisait ses retours, c'était repris le lendemain dans la journée. Pendant ce temps-là, moi, je regardais les nouvelles scènes, je recréais des choses, je refilais les trucs aux graphistes qui me refilaient les leurs, on les montrait et on tournait comme ça. Voilà. Une autre question? Il n'y a pas d'autres questions, c'est bizarre. Commentaire? Non? Vraiment pas? Alors j'ai posé des questions tout seul. Non, blague à part, sur je reviens moi sur le rapport. Je pense qu'il y a 2 évolutions. Enfin, il y a un rapport majeur, c'est celui de la lumière, parce que c'est celui que je connais le mieux, donc j'en parle très très bien, mais avec plaisir. Mais pour moi, il se trouve que ce que je vois en général dans le vidéomapping sur scène, il n'y a pas encore complètement cette intégration. Et je sais pas, toi tu l'as vu sur Zup et d'autres, mais sur le fait que comment l'éclairagiste aussi comprend l'outil, même si lui il est très techno en général, il n'a pas toujours parce qu'on a beaucoup plus de contraintes que lui en général, mais comment ça se passe pour toi? Au départ, c'est aussi la manière dont on lui a présenté les choses. C'est-à-dire que quand on se retrouve avec un éclairagiste ou un créateur lumière à qui d'emblée on a dit va y avoir de la vidéo, vous allez bosser ensemble, ça se passe bien. On l'informe rarement, le pauvre. Que le type fait sa lumière et puis un jour on lui dit il y a un mec qui va venir avec de la vidéo et donc forcément on arrive un peu en mode voilà, ça va un peu voilà. Donc la première chose c'est de dialoguer avec lui et d'essayer de. Moi j'essaie toujours de ramener ça beaucoup à le ramener sur ce qu'il a fait, pourquoi. Comment il a fait les choses, le sens qu'il met et comment on peut essayer de travailler de concert, pourquoi je fais les choses comme ça et comment on peut faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire que j'essaie vraiment de l'intégrer. J'essaie toujours d'avoir des séances de travail avec lui, de voir les sources de lumière qu'il y a, de prévoir des contenus en me disant celui-là c'est pas grave. Souvent ça m'arrive d'ailleurs. En fait, une des principales problématiques que je rencontre, c'est quand le créateur lumière ou l'éclairagiste à la fois ça l'emmerde, mais en même temps il veut pas, il est emmerdé, mais il n'a pas envie d'éclairer la vidéo. Et parfois je dois lui dire mais sois pas poli avec l'image. C'est-à-dire qu'à un moment donné là il y a une image, elle est faite pour, tu peux lui rentrer dedans. Il y a des images, je le prévois puisqu'il y a de la lumière. Donc je prévois aussi des contenus parfois qui sont faits pour être vraiment dans le noir et que la vidéo, et des fois qui sont faits pour être perturbés. C'est pas un problème. Il y a suffisamment de contraste. Donc dans ces cas-là, c'est souvent une libération pour lui. Et on essaye de travailler vraiment, de se dire, voilà, ces faisceaux-là, ce type de lumière-là, ces teintes-là, comment elle tape dedans, comment moi je peux aussi revoir ma copie pour que ça aille avec. Et comment on essaye de travailler, de se trouver des sessions de travail où il puisse travailler, je puisse travailler en même temps des sessions de travail communes. Ça bosse beaucoup. Mais ça, c'était un peu l'exemple aussi où tu arrives. Enfin, c'est vrai que c'est arrivé souvent que des créateurs, enfin des metteurs en scène ou des producteurs disent ah bah oui mais pourquoi il n'y a pas d'image, ça serait chouette. C'est complètement c'est un faux sujet. C'est aussi avec les concepteurs lumière ou éclairagistes, c'est souvent eux aussi qui nous amènent sur les histoires parce que eux ils connaissent cette matière au sens c'est de la lumière aussi.
Et là-dessus, je ne sais pas quel exemple on peut avoir. Zups en était un quelque part. Zup, et mais je pense, depuis tout à l'heure, je pense à Darshan aussi avec Zingaro, parce que en fait, cette histoire d'ombre et de fausses ombres, on s'est rendu compte que finalement, il fallait utiliser à la fois la source de vidéoprojection pour projeter ces fausses ombres sur cette surface à 360 degrés autour du public, et utiliser aussi la lumière elle-même comme source de lumière pour projeter les ombres. Et de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que ce soit vraiment un vidéoprojecteur au sens propre du terme. Les vidéoprojecteurs projettent, et ça a été la surprise de Barthabas, c'est que projettent des ombres qui sont très sharp, qui sont très nettes, parce que la source de lumière est très petite, très intense. Donc lui était habitué à des ombres de projecteurs où c'était un petit peu plus flou. Donc il a fallu travailler aussi avec ça, aussi bien dans les contenus qu'avec le vidéoprojecteur, sur les jeux de netteté, etc., pour arriver à créer. En fait, c'est-à-dire qu'il avait du mal à croire aux vraies ombres. C'est-à-dire qu'en fait, les ombres de ses chevaux et de ses cavaliers étaient projetées, étaient d'une telle nature qu'il pensait que c'était les fausses. Et les ombres qu'on projetait en vidéo, qui étaient un petit peu floues comme les vraies ombres, enfin, voilà, c'était une espèce de. Donc il y avait un enjeu aussi là-dessus sur la nature des sources. Voilà, ça me vient parce que c'était vraiment utilisé comme une source de lumière. Et je me souviens plus de la question. C'est pas grave. C'est d'être amené Voilà. sur un projet par aussi les gens de l'éclairage aussi. Oui. Ça, c'est ce qui est arrivé par exemple beaucoup sur l'Irlande, sur le Centenary. On continue d'ailleurs sur un autre projet avec eux. Et là, vraiment, lui, l'idée, c'était, il voulait vraiment prolonger. Il avait des idées de lumière, mais il voulait vraiment la prolonger par de l'image. Mais plus que par de l'image, il voulait la prolonger par de l'espace, en fait. Donc, il a mis à la fois de la scénographie et c'était plus que des images. Pour lui, c'était vraiment des créations d'espace. Donc, c'était vraiment sur des ambiances lumineuses, sur des environnements. Et parfois, oui, c'est vraiment parfois un projet sur lequel j'ai travaillé d'abord, de temps en temps, sur des schémas d'ambiance lumineuse, sur des mises en place de lumière qui m'envoyaient et sur laquelle après on échafaudait à partir du brief quelque chose qui puisse coller avec ça. D'ailleurs, ayant suivi quelques réunions de ce projet-là, c'est quand même un de ceux donc, que tu présentes, où le travail en synergie avec la scénographie, la lumière, et tout le monde et la vidéo était importante parce que effectivement, la scénographie a été modifiée par certains tableaux de vidéo, certains tableaux de vidéo étaient modifiés par la lumière, etc. etc. Ouais, exactement, l'arrivée de ces 4 colonnes devant, par exemple, ils ont rechangé un tout petit peu des éléments de scénographie en fonction de ce qu'ils voyaient sur la vidéo. La vidéo, évidemment, s'est adaptée à la scénographie. Et en fait, ce travail vraiment de concert a été, ça a été vraiment très réussi. C'est-à-dire que quand on a allumé les choses, dans la salle, on était totalement bluffés. Enfin, même nous, alors que d'habitude, on ne voit que ce qui ne va pas. Et là, on était bluffés. Et au broadcast, pareil. C'est-à-dire que pour le public et pour le broadcast, ça a marché. Mais ça, c'est vraiment parce qu'il y a eu plusieurs mois de travail, vraiment de concert, de prototypage, de réflexion, et où chacun a lâché du lest à un moment donné pour se dire, bon, ben voilà, là, qui accompagne l'autre? C'est-à-dire, est-ce que c'est le tableau, là, les choses accompagnent la vidéo? Est-ce que là, c'est vraiment la lumière qui est le centre et tout le monde l'accompagne? Ou est-ce que c'est la scéno? Et ça avait été clairement prédéfini au cas par cas. D'autres questions? Je retente, on ne sait jamais. Ça peut venir. Non plus. Je ne connais pas lui. Ma question, ce serait sur les avancées technologiques par rapport à la vidéo. À quel point ça a un intérêt dans ce que tu as fait et dans les spectacles que tu as vus, ou peut-être même l'inverse. Est-ce que finalement, ça n'a pas plutôt freiné peut-être des choses que tu voulais faire et qui... voilà, dans quel sens? Ouais, c'est une très bonne question. Les avancées technologiques, elles ont... Alors, il y a celles qui ont tendance à t'alléger la vie. Donc, alors celles-là, elles sont bienvenues. Il y a celles qui font que ça va plus vite. Après, les nouveaux outils... Qui sont lesquels? Par exemple... tout ce qui est, par exemple, c'est vrai que l'arrivée d'Unreal, utilisée pour le graphisme, pour un certain type de contenu qui sont notamment tout ce qui est contenu d'environnement, accélère énormément la fabrication, le rendu, la preview, les jeux de lumière, la flexibilité, les temps de rendu. Donc ça permet d'aller plus loin dans les contenus, ça permet d'aller plus loin avec le client ou l'artiste, ça permet beaucoup de choses. Après, là où c'est intéressant l'arrivée d'un nouvel outil en général,
c'est que ça remet en cause la manière d'écrire. Moi, je considère vraiment les outils qu'on utilise comme une grammaire ou un stylo. Et en fait, évidemment, on n'écrit pas pareil si on utilise telle ou telle forme d'outil. Donc, à un moment donné, le fait d'être dans des choses qui vont, par exemple, être prévues pour du temps réel, comme on peut le faire avec Unreal, comme on peut le faire avec Touch Designer aussi, ou Notch, ou ce genre de choses, on est dans une écriture qui est différente que quelque chose qui est complètement précalculé. On écrit pour l'imprévu, on écrit pour l'accident presque, on écrit pour ce qui ne va pas être prévisible. Donc ça c'est intéressant parce qu'on se remet en cause, donc on est obligé de se remettre un peu en danger. Après, faut pas non plus être tout le temps dans le modernisme. C'est-à-dire que parfois, des choses marchent parce qu'une belle mise en lumière faite par un matte painter d'une manière très traditionnelle, eh ben, c'est magnifique, c'est magique, et puis ça marche comme ça, et puis on la laisse, on la fait vibrer un peu, et des fois c'est amplement suffisant pour ce que ça a raconté. Donc il ne faut pas non plus que ce soit tout le temps la course à l'échalote. Le spectacle vivant, il y a vivant dedans, donc voilà, c'est ça. Pour prendre en compte ce qui se passe aussi de vivant sur scène. Exactement. Et c'est pour accompagner ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours cet aller-retour. Il y a une grosse demande dans le vidéomapping pour apporter parfois du spectaculaire, parfois de la magie, parfois tous ces mots qu'on peut connaître, mais il ne faut pas que ça vienne masquer l'essentiel, c'est la performance effectivement sur scène, qui elle doit donner aussi l'émotion, enfin d'abord l'émotion. Après... Donc en fait la réponse j'ai envie de faire c'est que ça dépend un peu de ce qu'on a à dire, de ce qu'on veut dire en fait. Et il faut d'abord regarder ce qu'on a à dire et se dire est-ce que vraiment il faut là que j'aille vers quelque chose de très 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 nouveau qui va me permettre d'aller plus loin dans ce qu'on a envie de raconter, ou est-ce que j'ai à dire vraiment ça mérite ça, et finalement en 3 coups de pinceau c'est pas aussi beau. Et il faut pas avoir peur de temps en temps d'aller à la simplicité en fait. Ok. D'autres questions ? Donc il y a beaucoup quand même d'éléments à prendre en compte. Unreal, Smode qui vient de sortir, qui est assez récent, différents logiciels. En termes de formation, parce qu'il y a une formation continue, ça là-dessus, je me doute, mais ça prend combien de temps pour maîtriser plus ou moins tous les outils ? Alors, moi, je vais y parler parce que j'adore ça. Non, il manque encore sérieusement de formation à tous les niveaux. Parce que la formation, c'est pas juste apprendre des choses, c'est les expérimenter, c'est les pratiquer en fait. Et là-dessus, il y a quelque chose qui est, en tout cas, dans le mapping et dans les studios de mapping en général, on va généraliser vraiment, de plus en plus de gens en alternance, parce que c'est une manière de vraiment pratiquer. Donc là, je parle plutôt des gens dans le graphisme, mais de la même manière, dans les métiers plus techniques, de projection ou de restitution, d'être dans l'alternance et de se former sur le terrain, il n'y a pas mieux de toute façon, parce que les solutions, on les connaît quand on a eu les problèmes, ou quand on les a vécus, ou quelqu'un nous les a racontés, ou nous les a fait revivre. Et là-dessus, c'est vrai que aussi sur les formations, il y a on commence à avoir des formations qui arrivent dédiées au vidéomapping, que ce soit contenu, que ce soit même technique, et le lien entre les deux, parce que moi je ne fais pas de différence entre le graphisme et la diffusion, parce que tout ça doit être compris par les mêmes gens. La technique a ses formations, je pense qu'elle mériterait d'être encore plus en accord avec le graphisme. Le graphisme n'a pas encore ses formations et devrait vraiment aller voir du côté de la technique. Voilà, c'est mon point de vue, parce que l'outil le vidéomapping est indissociable entre les deux. Autant je peux faire des parallèles avec la télévision ou le cinéma, le contenu, bon, il est normalisé. Quand il sort, il sera diffusé comme c'est prévu. Le vidéomapping, c'est jamais prévu. Donc il faut, voilà, il y a cette expérience à avoir, et donc d'arriver, c'est une demande de tous les studios que je connais en tout cas, d'avoir des gens qui passent par chez eux et qui multiplient les expériences. C'est pas une formation unique qui fera qu'on sait faire du mapping ou qu'on saura en tout cas apte à manipuler tous les outils, parce qu'il y a beaucoup d'outils, ils sont tous complexes. Plus ou moins, mais c'est par l'expérience qu'on sait les manipuler. C'est de la réactivité, on est dans le vivant, donc il faut pouvoir réagir à ce vivant. Et réagir, je ne sais pas, il y a une évolution qui se fait comme en lumière, et une époque lointaine où
je faisais de la lumière, c'était relativement simple, ça s'est bien complexifié. On doit réagir différemment, on a des outils plus complexes pour réagir bien mieux. En vidéo, c'est pareil, sauf que les outils sont complexes. Pour réagir, c'est pas toujours aussi simple. Il faut vraiment connaître le fond de l'histoire. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Il faut connaître l'environnement, ouais. C'est juste. Moi, par exemple, je suis complètement autodidacte. Par contre, ce qui fait que j'ai toujours pu apprendre les choses assez. Enfin, ça à l'aise parce que j'ai commencé par n'apprendre que ce dont j'avais besoin. Donc, c'était que par rapport à une étude de cas, par rapport à un cas réel. Et puis, à l'intérieur de ce cas réel, je me disais, tiens, j'ai envie de faire ça, ou tiens, il y a besoin de faire ça. Donc, voilà. Et en fait, finalement, ça a aussi un grand accélérateur. Ensuite, ça dépend aussi à quel poste tu te places. C'est-à-dire que au poste où je suis, moi, j'ai besoin de savoir à peu près tout faire, mais j'ai pas besoin d'être une star en quoi que ce soit. Après, je peux faire des choses en autonome, je pense assez convenablement. Mais quand à un moment donné, il y a vraiment besoin d'un truc très spécifique, on prend le type ou la nana qui sait vraiment hyper bien faire ça, qui fait que ça, voilà. Donc ça dépend aussi où tu te situes. C'est-à-dire, il y a des gens, ils veulent être spécialisés dans, je sais pas, faire de l'eau. C'est leur truc, et on peut y passer sa vie. Hein. Enfin, c'est un vrai truc en soi. Donc c'est aussi ça, quoi. Ça, puis ça va dépendre du temps que tu y consacres, etc. Mais ouais, le cas pratique, il est le plus important parce que ces images, elles sont tout sauf hors sol. Et un autre cas pratique sur le spectacle vivant, c'est que donc, du spectacle vivant, il y a une histoire, il y a une dramaturgie, il y a quelque chose derrière. Ça aussi, ça ne s'apprend pas vraiment dans les écoles de graphisme, ni dans les écoles techniques. Ça, il faut aller voir du spectacle, il faut en lire, il faut en voir, il faut en bouffer, il faut travailler dedans, il faut en coulisses, il faut travailler à toutes ces étapes-là, parce que c'est ça comprendre aussi le besoin de la mise en scène, par exemple, et le rendu qu'on veut donner au public. Et ça, ouais, complètement. Parce que le créateur va parfois va chercher quelque chose, avoir l'intuition de quelque chose qu'il ne trouve pas encore, qu'il ne peut pas exprimer parce que quand il l'aura exprimé, ça sera sur scène. Et ça peut arriver même parfois on peut arriver parfois à des indications, des demandes qui sont assez baroques et assez contradictoires. Et il faut arriver en dialoguant avec lui à comprendre son écriture globale et l'écriture d'un spectacle. Pas juste être dans une image. L'image, elle est un élément au milieu des choses. Un scénographe, il n'a pas juste une idée de structure, etc. Il est par rapport à une histoire, une vision, quelque chose, même si c'est abstrait. Hein. Même si c'est des choses abstraites, c'est pas forcément figuratif, mais c'est toujours en lien avec du sens. Donc il faut, voilà. Et ben nous arrivons au bout de cette table ronde. Merci. Beaucoup.